Le plan de retraite d'Antonio, saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime, mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com/retraite. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, Mathieu, qui est en présentiel au studio, faites-vous-en pas, il est derrière un plexiglas, il est à 2 mètres de moi, tout est cachère, comme on dit. Salut, Mathieu. Bonjour. Écoute, est-ce que un journaliste a le droit d'interviewer Didier Raoult? T'as vu toute la controverse autour de Stéphane Bureau, que, mon Dieu, osé parler avec Didier Raoult, et là, il y a des gens qui disent c'est épouvantable, un texte dans le Devoir, Pénélope McQuaid qui est pas contente. Bon, Sophie parle de ça aujourd'hui dans sa chronique. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je trouve que c'est lunaire. C'est-à-dire, s'il faut désormais faire la liste de tous les intervenants qu'on ne doit aborder qu'avec des pincettes parce que leurs idées peuvent choquer ou parce que leurs idées heurtent tel ou tel consensus ou telle idée reçue, eh bien, il va falloir faire une espèce de guide de l'interview pour à peu près tout ce qui passe à Radio-Canada d'une manière ou de l'autre. Je le dis en précisant que personnellement, Didier Raoult, je suis loin d'en être un fan. Comme tout le monde en début de la pandémie, je l'écoutais en me disant, est-ce qu'il a raison? Dans les premières semaines, les premiers mois, on se disait, est-ce que c'est la voix discordante qui voit ce que les autres voient pas? Les semaines, les mois, l'année passe, on se dit manifestement, il s'est trompé. Mais par ailleurs, c'est pas un imbécile. Donc, il c'est ça, c'est pas Alexis Cossette-Trudel. C'est pas un complotiste, c'est un chercheur. Le type est un gars intelligent. C'est un type d'une vraie, une érudition scientifique dans un domaine qui par ailleurs m'échappe. Il représente un courant de pensée, disons ça comme ça. Alors, tant qu'à parler avec ceux qui manifestement ne voient pas la crise de la même manière, aussi bien parler à un des plus intelligents d'entre eux, même si, encore une fois, manifestement, je parle pour moi ici, manifestement, il s'est trompé. Donc, si je devais me faire soigner pour la COVID, je me tournerais pas vers lui. Puis globalement, je pense qu'on doit pas suivre ses conseils. Je dis ça avec mon point de vue d'amateur en la matière. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir est-ce qu'on doit désormais aborder certaines entrevues avec une espèce de pince-nez. Est-ce qu'on doit se dire lui on l'interview mais simplement en l'attaquant, en étant d'une grande agressivité? Mais à ce compte-là, je le redis, il y a beaucoup d'entrevues à Radio-Canada et ailleurs avec des gens qui sont quelquefois, de mon point de vue, loufoques et dangereux, mais qui sont jamais confrontés parce qu'apparemment leur point de vue, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui affirme en ondes par exemple que les hommes et les femmes n'existent pas, qu'il y a quelque chose de scandaleux à dire que les hommes ont un pénis et que les femmes ont un vagin. Apparemment, ça, pendant des dizaines de milliers d'années, c'était une forme de vérité anthropologique, élémentaire et biologique. Désormais, c'est un propos subversif, probablement haineux. Bon, mais moi, quelqu'un qui avance une telle théorie, tout ce qui relève de la théorie du genre, pour moi, c'est très anti-scientifique. J'ai pas de problème à ce qu'on les invite, mais à tout moins, selon leurs règles, devrait-on les accueillir sur le mode du tribunal et de l'Inquisition? Donc non, moi, cette espèce derrière l'affaire de Didier Raoult, il y a cette espèce d'intolérance qui se manifeste de plus en plus dans l'espace public de part des gens qui parlent sans cesse de diversité, sauf de diversité intellectuelle. Puis je le redis, pour vrai, là, c'est pas une blague, je suis pas ça pour prendre la pause. Pour ce que j'en comprends, je pense qu'il a tort. Pour ce que j'en comprends, je pense que globalement, il s'est trompé. Mais pour peu qu'on croit que la démocratie existe encore, c'est un courant qui s'argumente, qui se développe, qui théorise son point de vue, qui explique pourquoi il pense ce qu'il pense. C'est la moindre des choses que de l'entendre. Puis tant qu'à parler au camp d'en face, aussi bien parler aux plus intelligents du camp d'en face. Écoute, Stéphane Bureau a dit, c'est pas caché, c'était public, c'est dans une émission. Stéphane Bureau a dit à Pénélope McQuaid, lorsqu'elle s'est dit un peu outrée, je sais pas, choquée, offusquée qu'il reçoit Didier Raoult, il dit, je suis en train de préparer ma retraite précoce, en riant entre les lignes, en disant, je suis en train de jouer peut-être ma carrière en recevant un gars comme ça. T'as une minute, là, les gens qui n'arrêtent pas de parler de la théorie du genre à Radio-Canada, ça n'a aucun fondement scientifique, mais aucun fondement. Oui, mais alors, voilà pourquoi, en ces matières, moi, j'aime cette référence à Lysenko. Lysenko, ce savant, guillemets, soviétique, qui trouvait le moyen de couler la vérité scientifique selon les critères de l'exigence idéologique du régime soviétique. Autrement dit, d'une certaine manière, il fabriquait la science dont le régime avait besoin. On appelle ça le lysenkisme. Eh bien, à certains égards,
égard, je pense que notre époque est néo-lysenkiste, c'est-à-dire qu'il y a des vérités idéologiques qui sont fixées, par exemple la fluidité identitaire et le principe anthropologique de base, alors que le masculin et le féminin sont des catégories résiduelles réactionnaires témoignant du monde hétéro-patriarcal phallocentrique, je crois. Bon, alors il y a ça. Ou puis on pourrait multiplier les exemples. Moi, j'ai pas envie de faire querelle là-dessus. Je dis simplement que manifestement, on est dans une époque qui aujourd'hui a des exigences idéologiques très fortes et ne peuvent être mentionnées dans l'espace public que les faits qui sont en conformité avec l'orthodoxie, ou alors on va fabriquer les faits dont on a besoin pour que l'orthodoxie tienne. On va maquiller les statistiques, on va manipuler les statistiques. On le voit sur plusieurs questions comme tout ce qui touche à l'immigration d'une manière ou de l'autre. Donc, moi, je regarde ça et je suis simplement, manifestement, c'est la logique du 2 poids 2 mesures qui toujours s'applique. C'est cette espèce d'absence de sens de l'équilibre, c'est ce refus de la délibération, c'est la prétention au monopole de la vérité. Et me semble-t-il qu'une bonne éthique journalistique, dans un monde aussi fracturé que le nôtre, on est un monde moins cohérent qu'auparavant. On est dans un monde où manifestement des points de vue de plus en plus irréconciliables cohabitent. Si les médias ne sont pas capables minimalement de chercher à avoir le noyau rationnel dans un propos qui peut nous heurter, nous choquer, chercher au moins à comprendre ce qui se dit, sans transformer ça en procès, sans dire vous ne devriez pas l'inviter, sans dire comment peut-on accepter que ce type-là soit présent sur les ondes, je pense que là on bascule dans une idée que les médias deviennent finalement des instruments de contrôle idéologique. Donc, puis encore une fois, qu'est-ce qu'on aurait voulu faire que Bureau, qui l'a confronté par ailleurs, qui a posé les questions, on aurait voulu quoi? Qu'il soit discourtois? On aurait voulu qu'il soit absolument agressif, absolument désagréable. Je crois qu'on est capable de conjuguer des questions piquantes avec un certain sens de la courtoisie. À tout le moins, c'est le pari de Stéphane Bureau, qui, à ce que j'en sais, n'est pas le plus mauvais des intervieweurs québécois. Oh non, mais moi, j'ai énormément de respect pour Stéphane. Et Stéphane m'a interviewé pendant 1 heure, toi aussi, là, à son émission, m'a interviewé, je pense que c'était l'an dernier. Et c'était fantastique. C'était vraiment une des meilleures entrevues. Bon, puis des bonnes questions. Puis, tu sais, c'était pas complaisant et tout. Mais tu sais, je sais qu'il y a des gens à Radio-Canada qui étaient vraiment choqués qu'ils me reçoivent, là, comme si j'étais le diable en personne. Voyons. Mais c'est toujours cette loi. C'est que nous sommes devant des gens qui voudraient distribuer des permis de parole, des permis pour s'exprimer publiquement. Et c'est dit comme tel. Hein. Il suffit de regarder sur ces fameux réseaux sociaux dont on parle tant, où s'agite la foule lyncheuse. Quand un infréquentable du régime, appelons ça comme ça, apparaît, eh bien, on va voir comment peut-on l'éviter. On l'entend trop, on l'écoute trop, on ne devrait pas l'entendre et on veut faire perdre les tribunes. Alors, c'est la fameuse cancel culture, c'est d'abord ça. Vouloir expulser, bannir civiquement, appliquer la peine de mort sociale et professionnelle aux contradicteurs, à ceux qui ne disent pas ce qu'on veut entendre. Et c'est réservé. Il arrive que on me fait le coup aussi. On a fait le coup à Facal, on fait le coup à plusieurs. Bon, moi je regarde ça et je me dis ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes ici quand même devant apparemment des grands professeurs de tolérance, des grands professeurs de diversité, des grands professeurs d'ouverture, mais qui apparemment peinent à accepter ce principe élémentaire qu'est la diversité des idées. Mais bon, c'est le cas à Radio-Canada, c'est le cas un peu à France Inter, les grands diffuseurs, c'est le cas à la BBC, les grands diffuseurs publics, hélas, sont trop souvent sur le mode de l'endoctrinement. Et là, ça a l'air qu'on pourrait, là, maintenant, depuis tout récemment, écrire sur Facebook que la COVID vient peut-être d'un laboratoire sans être banni. Alors ça, c'est fascinant, parce que, bon, début de pandémie, ça circule comme idée, c'est récupéré par ceux qu'on appelle la droite. Hein? Et là, vu que l'idée est portée par la droite, puis la droite de la droite, alors elle devient fausse à cause du porteur de ceux qui s'en emparent. Et là, pendant un certain temps, au nom du contrôle de la vérité, au nom d'une forme du contrôle de rigueur des informations, Facebook dit on ne permettra plus de poster sur le réseau des articles qui disent que la COVID a une origine dans un laboratoire. Fake news. Hein? Au nom de la vérité, la lutte contre les fake news, c'est plus permis. C'est du complotisme. Ouais. Et là, depuis quelques jours, on peut désormais de nouveau avancer cette théorie parce sur que Facebook. Parce que Biden l'a adoubé. Exactement. Alors moi, personnellement, j'en ai pas le début de la moindre idée d'où vient la COVID. Je veux dire, moi, je suis encore sur la théorie du pangolin. Je veux dire, j'ai hâte de voir. Moi, en ces matières-là, je confesse une ignorance totale. J'attends qu'on me dise le résultat des enquêtes, l'enquête scientifique. Si on me dit... Mais ça semble de plus en plus être la voie là, du laboratoire. Alors, voilà, mais moi, en ces matières-là, je me prends... C'est François Brousseau aujourd'hui dans Le Devoir qui en parle, c'est ça. Puis il dit que le pangolin, c'est abandonné. Je comprends bien. Parce que moi, je me prends avec des points d'interrogation dans la tête quand je regarde ça, puis j'attends qu'on me le dise, j'ai pas d'expertise là-dedans. Mais ce qui est intéressant, pour les questions qui nous intéressent, c'est que donc Facebook nous dit on va contrôler la vérité là-dessus. Donc là, voilà ce qui est l'opinion autorisée du moment. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fonction de la recherche, en fonction de l'évolution des travaux, l'opinion autorisée bascule, le spectre s'étend ou se rétrécit. Bon, mais ce qu'on peut savoir, c'est sur quelle autre question, sur quel autre thème on doit aussi avoir un tel contrôle idéologique
idéologique de la vérité. Moi, en ces matières-là, je pense que ce petit exemple-là est tout à fait révélateur de ce qui se passe. C'est que les médias sociaux, croyant devoir faire travail de rigueur factuelle et pédagogique, dans les faits deviennent des relais idéologiques. Ben, totalement. Et ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Quelqu'un de droite dit ça provient d'un laboratoire. Non, c'est fake news. Quelqu'un de gauche dit la même chose. Ah, ben là, et on revient toujours à ce qu'on dit souvent. Quand la droite dit le feu est pris dans la maison, on dit non. Quand la gauche dit il me semble que ça sent le brûler, oh là là, attention, mais c'est toujours comme ça. Mais avec cette singularité ici que là, on le voit, c'est au visage de tous. Comment Facebook va justifier désormais ce contrôle de l'information, sachant que sur une question aussi centrale, c'est pas un détail à ce que j'en sais, eh bien, s'est permis d'expulser et maintenant on réintègre. Je pense que ça devrait aussi nous amener à réviser avec un esprit critique le concept de conspirationniste ou de théorie du complot. Moi, en ces matières-là, le concept de conspirationniste, il y a des conspirationnistes, évidemment, des gens qui expliquent le monde par une série de complots perpétuels. D'accord. Mais sinon, dès qu'on n'aime pas une thèse, l'étiqueter conspirationniste ou complotiste, je trouve qu'on a fait ça un peu rapidement depuis un an. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'authentique psychologie conspirationniste, là. C'est-à-dire, si vous pensez que quelque chose s'est passé dans une pizzeria quelque part à Washington, puis là, au même moment, il y a des lézards ou j'en sais rien, on connaît les théories loufoques qui circulent. Mais sinon, on devrait, je veux pas bannir le concept de conspirationniste. Ça témoigne d'une psychologie. Raoul Girardet avait écrit de belles pages là-dessus, sur la théorie du complot, l'obsession de l'ombre. Mais, est-ce qu'on peut ne pas abuser de ce concept-là? Manifestement, là, il y a quelque chose qui relevait du conspirationniste, qui était une hypothèse, qui est devenue conspirationniste, qui ne l'est plus. Est-ce que on pourrait retirer de cela une petite leçon? Évitons d'abuser de ce concept. Écoute, je veux te parler rapidement d'autres choses. On s'est presque pas parlé de ça pendant la pandémie. Mais je veux t'entendre sur les consignes sanitaires qu'on tient à tout prix là, à imposer encore, alors que les gens sont de plus en plus vaccinés. Et vraiment, là, je suis en train de rejoindre quasiment Éric Duhem là-dessus. Là, en disant, on peut-tu voyager, bordel? On peut-tu voyager, là? Ben moi, c'est que c'est une question par étapes. C'est-à-dire, on nous explique que, bon, là, il y a le premier confinement. OK, là, tout le monde, on se dit, si tu la peste, c'est Ebola, OK, on va rester chez soi. Là, on apprend c'est quoi la COVID. On apprend à vivre avec la COVID. On apprend quels sont les gestes nécessaires. On apprend que le vaccin est là. On apprend que le vaccin fonctionne. On apprend que par ailleurs, il y a la transition. On peut pas tout déconfiner d'un coup, mais on doit déconfiner sérieusement parce qu'on va quand même pas passer nos vies sous cloche de verre. Et là, on arrive à ce moment pour les voyages, me semble-t-il, où pour ceux qui ont la double dose. Bon. Pour ceux qui, là, on peut multiplier les critères. Mais est-ce qu'il faut continuer de transformer les voyageurs en espèce de diable ambulant? Est-ce qu'on doit les transformer encore en bouc émissaire? Emmanuel Latraverse, je pense que c'était hier, a fait un excellent papier là-dessus. Parce que, bon, mais là, à un moment donné, c'est une question centrale. C'est-à-dire, à moins qu'on ne croit plus à la liberté de circulation, à moins qu'on ne croit plus à la liberté des individus. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut définir un plan de déconfinement aussi pour les voyageurs pour savoir à quel moment ça va être possible, dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut suspendre aussi la fameuse quarantaine à l'hôtel et ainsi de suite, même à tout le moins pour les Canadiens, les Québécois? Là, il y a quelque chose d'un peu loufoque, là. C'est-à-dire, là, c'était des mesures punitives, c'était des mesures qui voulaient faire exemple, des mesures exagérément répressives pour faire un symbole pour tous en disant, voilà le prix à payer pour sortir vil jouisseur. Bon. Mettons que là, si on peut sortir de ça, ça veut pas dire qu'on doit pas conserver un plus grand contrôle qu'avant la pandémie. Je suis prêt à discuter de tout ça. Mais est-ce qu'on peut cesser de cette diabolisation des voyageurs? Nous n'en sommes plus là, je crois. Et même là, hier, là, bon, les rassemblements à l'extérieur, ça me choque pas tant que ça, moi. Mais c'est la question, c'est le fameux risque COVID. C'est-à-dire, si notre objectif, c'est de recommencer à se voir comme des gens normaux quand il va y avoir 0 cas COVID, ça arrivera jamais en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à vivre avec ça. On a réussi grâce au vaccin à véritablement limiter l'épidémie, la contrôler. C'est moins les cas que les hospitalisations qui comptent, on l'aura compris. Ensuite, il y a des médicaments contre la COVID qui vont se développer. Ensuite, donc, il y a toute une série de choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut retrouver le droit tout simplement de vivre? Ça veut pas dire faire les fous et se licher le visage en public. Bon, d'accord. Mais une fois qu'on parle de ça, une fois qu'on évite de faire les imbéciles, est-ce qu'on peut cesser cette politique du soupçon anxiogène, exagérément anxiogène, qui correspond plus à la réalité des faits? On n'est plus au milieu d'une vague qui est effrayante, puis surtout là, on nous dit la 4e vague s'en vient peut-être. Moi, je veux dire, la 5e et la 6e et la 7e alouette. Bon, alors ça, je pense que là-dessus, il faut raison retrouver. C'est-à-dire, pas faire les fous, mais baliser un chemin de retour à une normalité progressive et pas étaler ça sur 15 ans. Donc, je pense, non, la question des voyageurs, ça devient aujourd'hui... Il y avait un symbole à franchir, c'était les restaurants. Le nouveau symbole à franchir ou à nommer, c'est les voyageurs. Une fois qu'on a touché à ça, une fois qu'on aura véritablement fait un retour à la normalité. Avec, comme je dis, des règles, probablement, un encadrement, probablement, mais il va falloir passer par là plus tôt que tard. Ben oui, tout à fait. Et apprendre à vivre bien sûr. avec la COVID. Merci beaucoup. Au grand plaisir. Bye bye. Salut.
Lockheed Martin contribue à la culture de l'innovation au Canada. Faire avancer la technologie pour permettre d'affronter les défis de demain, tout en repoussant les limites de l'impossible. Nous avançons ensemble. Découvrez-en plus à Le plan de retraite d'Antonio, saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime, mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com/retraite. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, nous vivons à l'ère de la transparence. Nous sommes tous surveillés, filmés, photographiés, surtout les gens connus, parce que si jamais tu sors un soir, Mathieu, puis je sais pas, t'es pas content, tu bougonnes, t'es pas gentil, ce qui m'étonnerait, mais t'es pas gentil envers un serveur, quelqu'un photographie ça, filme ça, ça se retrouve sur les médias sociaux et voilà, ta réputation est ternie. Bon, ça arrive avec la même chose avec les politiciens. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des politiciens qui sont parfaits, ou des politiciens qui sont humains comme nous, c'est-à-dire qui commettent des erreurs? C'est que nous vivons dans une époque de milliards d'espions. C'est-à-dire chacun avec son téléphone est capable de prendre une photo du type du coin de la rue, on peut prendre et peut décider finalement des pieds de capter des moments d'intimité. Donc nous sortons de chez nous désormais et nous savons potentiellement tous surveiller à tout moment. Pour ce qui est des politiques, moi je ne peux m'empêcher, je regarde vers quelques-uns des hommes que j'ai admirés ou que j'admire. Et je ne peux m'empêcher de voir chez eux de grands contrastes, des zones d'ombre, des passions contradictoires, quelquefois des tentations avouables ou inavouables. C'est-à-dire, on peut prendre le plus connu d'entre eux en la matière, Churchill. Churchill n'était pas un ange, Churchill n'était pas transparent, Churchill n'était pas un homme lisse, une espèce d'homme beige et ennuyant. Non, c'était un homme tout en contraste, c'était un homme avec de grands excès, et accessoirement, c'était un grand homme parce qu'il est énorme. Il est assez rare que les grands hommes aient le profil préprogrammé du petit être robotisé, sans aucune tâche, sans aucun débordement. René Lévesque, René Lévesque, notre grand homme dans la deuxième moitié du 20e au Québec, c'était un homme parce qu'il ne passerait pas plusieurs tests aujourd'hui de moralité, disons ça comme ça. Il serait surveillé, on dénoncerait ses manières, toutes ses manières. René Lévesque n'était manifestement pas l'homme de la fidélité absolue, ce n'était pas l'homme de la transparence absolue. C'était un homme qui était brouillon, c'était un homme qui avait toujours l'air d'avoir dormi sur la corde à linge. Pourtant, ce petit homme cabossé et plein de défauts a incarné de magnifiques manières les aspirations du peuple québécois au 20e siècle. Le général de Gaulle, c'est-à-dire homme à la fois grand, avec une majesté souveraine et quelquefois cruelle, il faut bien le dire. Un homme qui était à la fois, qui avait une compréhension intime de l'histoire de France et qui pouvait se montrer quelquefois indifférent au sort des Français. C'est pourtant un homme qui a incarné la résistance de son pays, qui nous a sauvé de la guerre civile. Alors je regarde ça aujourd'hui. Et je me dis qu'avec ce modèle d'humanité qu'on nous propose aujourd'hui, transparent, lisse, aseptisé, qui est censé passer dans tous les papiers glacés de magazines, on nous propose une vision dégradée, croyant avoir une version purifiée, une version nettoyée. En fait, c'est une version dégradée de l'humanité. Et nos hommes politiques, nos femmes politiques, quant à moi, je les préfère avec des contrastes, je les préfère avec des zones d'ombre, je les préfère avec des passions, je les préfère avec des tentations, je les préfère avec des contradictions, plutôt qu'à la manière de fonctionnaires répétant le slogan du moment du conseiller en communication. Alors, en ces matières, moi, je suis un défenseur de l'humanité imparfaite. L'humanité ne me semble jamais aussi belle que contrastée et jamais aussi ennuyante que toute d'un bloc et aseptisé. Et c'est toujours dangereux dans une discussion, Mathieu, de sortir le nom de Hitler, mais quand même, il était végétarien, il ne fumait pas, il ne buvait pas, il était fidèle et il aimait son chien. Oui, non, mais effectivement, on prend cet exemple-là et il fait tristement sourire en quelque sorte, parce que c'est le grand contraste, effectivement, entre la fureur démoniaque d'un homme qui a entraîné l'humanité dans l'enfer au 20e siècle, et au même moment, selon certains critères contemporains, eh bien, il passe plus de tests que ceux qui l'ont combattu. C'est étrange, ça, quelquefois. Donc, non, moi, je pense que il y a cette espèce j'y reviens avec cette idée d'humanité contrastée. C'est-à-dire,
moi, je me méfie, j'ai souvent dit que je me méfie de ceux qui n'ont rien à cacher. Hein, c'est-à-dire que les êtres intégralement transparents, je les trouve finalement sans relief et sans... Il n'y a rien à découvrir. Au fil d'une conversation, un secret ne viendra pas d'un coup enrichir notre compréhension de l'autre personne. À l'abri des regards, à l'abri des caméras, soudainement, la personne ne cache pas soudainement un talent de comédien qu'il gardait pour ses proches, qu'il gardait pour les siens. Moi, j'aime cette humanité grouillante de vie. Mais et je le reporte sur la classe politique parce que c'est la question qui nous avait toujours si on le voit avec Valérie Plante, qui a senti une grandeur pour s'excuser d'avoir, si j'ai bien compris, accueilli à sa table quelques instants des gens qui y passaient, ou Denis Coderre, qui a été espionné par quelqu'un dans la voiture d'à côté en disant « Ha ha, il tient son téléphone, saligo ». Moi, j'ai regardé ça, et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'un peu louche, là. Premièrement, dans la liste des péchés, j'ai pas l'impression que tenir son téléphone, je sais pas, faut le faire, évidemment, bien sûr que non, c'est pas prudent, mais c'est pas non plus au sommet. Et là, moi, ce qui m'indigne dans cette scène-là, finalement, c'est le droit que quelqu'un se donne de dire « m'a le prendre en photo puis m'a rendre ça public ». Mais est-ce qu'on se rend compte? Qu'est-ce que ça nous dit sur la psychologie de notre temps? Il y a quelque chose à travers ça qui se joue, et ce droit de se mêler de la vie de son prochain en toutes circonstances, quel qu'il soit, et surtout si c'est une figure publique aujourd'hui, le droit de capter les conversations. Ça fascine quelquefois quand moi je me souviens, j'avais passé ça dans je ne sais quel article, une conversation de deux figures politiques qui était rapportée par je ne sais qui sur le Facebook d'à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, dans cette logique de petit inquisiteur, n'a rien pour nous réjouir. Et je le dis, retrouvons l'humanité dans ces délicieux contrastes. Écoute, je me souviens là de quelques années de ça. Il y avait un politicien démocrate là, qu'on voyait président vraiment et qui s'était fait pincer sur un bateau avec sa maîtresse, sa jeune maîtresse. Et finalement, ça a brisé sa carrière politique. Et bon, parce qu'il était infidèle. Mais écoute, je me fais de l'avocat du diable, OK? Sur la question de l'infidélité, l'électeur moyen peut se dire, si cet homme-là est prêt à mentir à la personne avec qui il partage sa vie, la personne la plus près de lui, qui lui est prêt à lui mentir, il n'aurait aucune hésitation à mentir aux électeurs. C'est ce que les gens se diraient. Bon, moi, je me tourne vers l'histoire de France et je me dis que si on doit liquider tous les présidents ou tous les monarques qui avaient une double ou triple ou quadruple vie, ben on décime d'un coup l'histoire de la classe politique française. Donc, moi, je regarde ça et ça, je pense que là-dessus, c'est le contraste entre l'Amérique du Nord et plus encore les États-Unis. Et la France. C'est-à-dire ça, c'est vraiment deux. Puis le Québec, comme d'habitude, est un peu entre les deux. J'ai l'impression que les Français savent qu'une partie de l'existence peut et doit se dissimuler, quelle qu'elle soit. Et de l'autre côté, les Américains ont un côté puritain, quelquefois, où ils doivent envoyer des signes ostentatoires de vertu et de moralité à chaque moment. C'est assez... Alors, on peut dire que les Français poussent peut-être trop loin le culte de la discrétion et des vies à tiroir, hein, des vies dédoublées. Bon. Mais on peut penser que les Américains, cela dit, avec ce côté très protestant d'envoyer des signes ostentatoires de vertu en toutes circonstances, quelles qu'elles soient, il y a quelque chose là-dedans qui relève aussi de la névrose. Donc moi, il est normal que la vie privée ne recoupe pas exactement la vie publique. Je donne un exemple. Quand on regarde la télé, quand on regarde les nouvelles, il est normal que la réaction première qu'on peut avoir quelquefois, elle soit plus vigoureuse. Et puis là, ensuite, on va dans l'espace public, puis on dit, bon, au-delà de ma colère du moment, au-delà de ma réaction du moment, qu'est-ce que je peux tirer de ce premier sentiment qui s'exprime? Il y a inévitablement un filtre lorsqu'on accède dans l'espace public. Mais la psychologie presque protestante, hein, c'est quand même cette idée que nous vivons toujours sous le regard de Dieu à chaque moment et qu'à chaque moment, nous devons être purs et vertueux. Alors que la vertu du catholicisme, j'ai toujours dit, c'est le confessionnal. C'est-à-dire, fondamentalement, les catholiques savent, au fond d'eux-mêmes, que l'être humain va pécher et va pécher encore, il doit s'améliorer, il doit se corriger, il doit se repentir, mais c'est un être imparfait marqué du péché originel, et de ce point de vue, ils savent que l'être humain a besoin, certes, d'encadrement, mais n'a pas pour vocation la perfection, quoi qu'on en pense. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des traits culturels profonds qui se jouent à travers ça. Donc, si on doit choisir, moi, entre la France et les États-Unis, je choisis le Québec. Si je dois vraiment choisir entre la France et les États-Unis, je préfère la douce hypocrisie française à la pureté romantique des Américains. Et comme on dit toujours, méfiez-vous de l'eau qui dort. À chaque fois qu'il y a un tueur en série qui se fait pincer, ses voisins disent « Ah, il était tellement tranquille, il était super gentil, il était tout le temps tout seul, discret. » Ah, oui, justement...
Il faut effectivement se méfier de ceux qui affichent toujours en public leur vertu, quelle qu'elle soit. Je veux dire, j'ai tendance à croire, mais ça je le dis de manière moqueuse, que probablement certains des plus grands véganes sont probablement des carnivores confidentiels de temps en temps. Disons ça comme ça. On pourrait multiplier les exemples. J'ai l'impression que toute forme de vertu revendiquée, quelle qu'elle soit dans la vie, sexuelle, affective, au plan de la nourriture, au plan des idées, au plan de la religion, quelle qu'elle soit, toute forme de vertu exagérément revendiquée n'est pas loin de quelquefois de dissimuler quelque chose d'autre. Alors que de ce point de vue, me semble-t-il, il faut avoir une certaine clémence pour l'humanité contrastée et devant l'erreur de son prochain. À moins que c'est une très grave erreur, là, ça en ces matières, évidemment, il y a des codes moraux qui comptent, mais devant les erreurs de ses prochains, me semble-t-il que le cœur humain doit être un peu plus compréhensif et un peu moins porté à juger. Mais c'est drôle, Mathieu, je te connais quand même, on se fréquente dans la vie, je n'arrive pas à deviner tes zones d'ombre. Un soir, après quelques verres de vin, tu me les confieras. Merci. Au grand plaisir. Merci Mathieu Bock-Côté, salut. Le plan de retraite d'Antonio, saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime, mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com/retraite. Le plan de retraite d'Antonio, saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime, mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com/retraite. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, va-t-il y avoir un bal de finissant ou peut-être pas? Nous allons voir selon la vaccination, tout ça. Et quand même, là, c'est de la sodomie de coléoptère, tu trouves pas? Pour le dire avec ce terme technique tout à fait exact. Mais non, en fait, là, on arrive à ce moment, et c'est pour ça que moi je dis, la science a 1000 choses à nous apporter dans des millions de choses. Elle nous a amené un vaccin, elle nous a amené des bonnes manières d'affronter la pandémie, de voir comment s'orienter. Mais arrive un moment où il y a une décision politique. Il y a une décision politique qui dit, bon, là, en fonction de notre rapport au risque, en fonction de notre mentalité collective, en fonction de ce que nous sommes capables de, les autres dimensions de la santé mentale, il y a l'état mental des jeunes générations, il y a la capacité économique, arrive un moment où une décision politique est nécessaire et s'impose. Il y a toujours une part de risque là-dedans. On peut croire qu'on y est rendu et on peut croire, me semble-t-il, que vu l'état de la vaccination, vu l'état des lieux, tout en invitant à la prudence, il ne devrait pas être interdit d'envisager un tel bal finalement. En fait, comme je pense qu'on est rendu au moment où il faut restaurer de manière maximale les libertés tout en sachant que la pandémie n'est pas terminée, en invitant à la prudence, mais en évitant de toujours reporter des rituels et des étapes importantes dans la vie de chacun. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, le bal de finissant, c'est une forme de lieu de passage dans la vie d'une génération. Ce serait un peu dommage que 2 fois de suite, ça soit gâché. Tout à fait. Tu veux rendre hommage aujourd'hui à Jacques Lacourcière, cet historien qui est décédé cette semaine. Oui, alors Jacques Lacourcière, qui est un historien tout à fait particulier au Québec, c'est un historien populaire. Alors l'homme avait une connaissance encyclopédique de l'histoire du Québec, avait un talent de conteur. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais les Québécois, un de nos arts, je pense que ça remonte à la Nouvelle-France, les Québécois sont de bons conteurs. Les Québécois sont souvent la plus grande littérature québécoise, à mon avis, j'ai souvent dit, c'est la chanson. Les Québécois ont l'art de conter leur histoire, et Jacques Lacourcière, dans le domaine très particulier de l'histoire, savait raconter à la fois les grands hommes et les événements quotidiens, savait rappeler les passions humaines qui nous animent, qui nous inspirent, et au même moment, les travers des hivers rugueux de Nouvelle-France, les années difficiles des temps de la survivance. Il avait d'abord avec le Montréal Express dans les années 60, et c'est un journal qui racontait notre histoire, jusqu'à une épopée en Amérique. Entre-temps, il y avait eu Racine et Duplessis, où il avait servi de conseiller éditorial. Jusqu'à notre épopée en Amérique qui racontait la grande aventure des Québécois, notre grande aventure, comme aurait dit le chanoine Groux. Il réussissait à rendre à un peuple qui a tendance à oublier, même s'il dit « je me souviens », il rendait son histoire à son propre peuple. Avec ça, et j'ajoute,
sent le snobisme de certains historiens universitaires pour qui l'histoire n'est finalement que le lieu pour repérer 2 ou 3 concepts qu'ils décident d'appliquer à tout. Tout le réel doit passer dans leur grille idéologique étroite. Ils croient l'éclairer, en fait, ils l'embrument. Lacourcière savait que l'histoire était surprenante. Elle était faite par des êtres humains. Il refusait de surthéoriser sur l'histoire. Il nous la présentait à la manière d'une aventure. C'était quand même tout un bonhomme. Et je pense que c'est la moindre des choses aujourd'hui de lui rendre hommage. Est-ce que tu trouves pas qu'il était de la trempe de René Lévesque? C'est-à-dire que René Lévesque disait, bon, même si la personne qui m'écoute à l'époque où il faisait point de mire à Radio-Canada, même si la personne qui m'écoute n'a peut-être pas eu des études supérieures, pas à l'université, peut-être même pas allé l'équivalent du collège, mais ces gens-là, même si ils n'ont pas d'études supérieures, ils sont curieux. On peut leur parler de choses comme l'histoire, on peut leur parler de géopolitique, on peut leur parler... Et ça, c'est une leçon à nos télévisions publiques. Je crois que c'est un commentaire, c'est la première fois que je l'entends et je le trouve remarquable, ce commentaire. C'est tout à fait brillant. La comparaison entre les deux est très, très bonne. Voilà des hommes qui s'adressaient à l'intelligence de l'homme ordinaire. Oui. C'est-à-dire, on peut supposer que l'homme ordinaire a un peu de curiosité. Il passe pas sa vie dans les livres, mais il est prêt à donner un peu de son temps, un peu de son esprit pour chercher à comprendre le monde qui l'entoure, comprendre le peuple qui est le sien. Eh bien, effectivement, tu as tout à fait raison. René Lévesque savait expliquer à l'honnête homme, dans l'honnête homme, l'homme ou femme, on comprend ce que vous dites, il savait s'adresser au commun des mortels en disant, vous allez en comprendre plus que vous le pensez, mais avec ce petit effort, un effort qui ne sera pas désagréable. Eh bien, Lacourcière faisait la même chose. Tu as tout à fait raison. Avec l'histoire, il savait la rendre à celui qui n'est pas spécialiste là-dedans, celui qui dit, c'était qui ça déjà, là, Cavalier de la Salle, c'était qui déjà ça? Bon, et là, on peut faire la liste. Eh bien, il savait s'emparer de ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que les personnages comptaient. Et ça, c'est une chose qu'on oublie aujourd'hui en histoire. Tu sais, dans les milieux universitaires, la biographie a mauvaise réputation, par exemple. Parce que la biographie, ce serait une discipline, une manière trop étroite de raconter l'histoire du monde. Moi, j'ai toujours aimé la biographie parce que, justement, ça nous rappelle que sans un homme en particulier, sans une femme, sans tel personnage, sans tel événement, le cours des choses serait tout à fait différent. Eh bien, Lacourcière, qui n'était pas biographe par ailleurs, mais était le biographe de milliers et de millions de vies au quotidien. Il racontait de ce point de vue comment, d'une certaine manière, pour reprendre la formule d'Aron, les hommes font l'histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Il savait raconter cela. Et de ce point de vue, il a des héritiers. Il a eu des héritiers, même s'il ne pratiquait pas son art de la même manière que lui. Quand on pense à la biographie de Parizeau par Pierre Duchesne, quand on pense à l'histoire de la Révolution tranquille par Pierre Godin, quand on pense au travail même de Normand Lester sur l'histoire, le rapport au Canada anglais, voilà des hommes qui savent nous raconter l'histoire, justement, et la rendre passionnante parce qu'elle mobilise les passions humaines. Il y a des historiens universitaires qui font du remarquable travail aujourd'hui. Éric Bédard, Charles-Philippe Courtois, on pourrait en nommer d'autres, Lucia Ferretti. Il n'en demeure pas moins que notre peuple a besoin, je dirais à chaque génération, d'un historien-conteur. Et manifestement, Jacques Lacourcière était cet historien-conteur qui nous rendait notre mémoire à nous-mêmes. Et moi, j'ai un milieu très modeste. Il n'y avait pas énormément de livres chez moi. Verdun, mon père travaillait dans une usine, mais chaque jeudi, il allait acheter, lorsqu'il faisait sa commande, son épicerie, mes parents, il prenait le fascicule de Nos Racines, qui était une encyclopédie qui ça coûtait quoi? $2,50, $1,50. Puis il m'amenait ça à la maison parce qu'il savait que j'aimais lire. Et c'est ça, c'était à des gens comme moi qui parlaient Lacourcière. Mais c'est ça qui est essentiel. Hein. C'est-à-dire qu'en dernière instance, les spécialistes vont toujours se trouver et se parler entre eux. Mais pourquoi, il me semble, le projet d'une éducation démocratique, c'est de faire en sorte que n'importe quel enfant, quel que soit son milieu, quelle que soit sa famille, s'il porte en lui, d'abord chercher à éveiller chez lui le désir de la connaissance, et s'il porte déjà en lui ce désir, l'amener plus loin. Mais pour ça, il faut rendre les œuvres disponibles. Pour ça, il faut que ce soit disponible devant nous. Je précise que Lacourcière, soit dit en passant, avait compris que les moyens de technologie de notre temps peuvent être mis au service de cette démocratisation de la connaissance. Tu parles de Nos Racines. Ensuite, donc ça, c'était vraiment, il prenait la forme qui comptait à l'époque, et puis l'histoire rencontrait le magazine. Ensuite, quand il fait une épopée en Amérique, là, c'est le grand conteur à la télévision. On bascule aujourd'hui dans une autre époque, qui est celle des YouTube et compagnie, puis on n'est pas à la veille d'en sortir. Eh bien, il est possible et probable que le grand conteur de notre temps, aujourd'hui, va devoir tout à la fois avoir une connaissance intime, fine, détaillée, encyclopédique de notre histoire, et va être capable de la raconter en s'appropriant les moyens de communication de notre temps. Et c'est pour ça que là-dessus, je me permettrai un clin d'œil à l'ami Éric Bédard, qui est historien, un historien fort, incroyablement qualifié.
mais qui sait, lorsqu'il raconte l'histoire, c'est tout, c'est un personnage, c'est une voix, c'est une question d'intonation, c'est la rendre vivante lorsqu'il nous la raconte. Et je pense que c'est une tradition à réanimer, ça, celle de l'historien-conteur, à la fois esprit encyclopédique et bon conteur, bon narrateur. C'est comme ça que les Québécois renouent avec leur histoire, et c'est comme ça, si je peux me permettre, que notre histoire se dévoile dans tout ce qu'elle a de passionnant. Et en terminant, une histoire collective, c'est-à-dire pas l'histoire du Québec vue par les Noirs, l'histoire du Québec vue par les lesbiennes, l'histoire du Québec vue par les nains, l'histoire du Québec vue par l'histoire de tous les Québécois. Mais bien sûr, l'histoire d'un peuple, c'est quand même pas mal. Moi, ça m'étonne toujours. Je veux dire, ce pays en Amérique, là, ce qu'on a fait ici, on s'est installé ici, on a noué des alliances avec les Amérindiens, alors que du moins qu'on peut se dire, c'est qu'ailleurs, les relations se faisaient sur une autre méthode. On a réussi on s'est déployé sur tout le continent. On était capable de survivre à la conquête alors qu'on avait prévu notre disparition. On a cherché à soulever avec les patriotes, tentative d'indépendance avortée mais admirable. Ensuite, on traverse l'hiver de la survivance, un siècle. On réussit à résister de 1000 manières, quelquefois avec des années de misère, des années sombres, mais aussi des moments d'audace. On a la révolution tranquille, on reprend vie, on renaît, on se réanime collectivement. On essaie 2 fois l'indépendance, on échoue. On recommence une autre traversée difficile et nous en sommes rendus ici aujourd'hui. Quelle sera la prochaine étape de notre histoire? Un bon historien pourrait nous l'annoncer. Mais tu es un fils spirituel de Jean-Claude Coursière. Moi, je le dis, je le répète. Tu parles à monsieur et madame tout le monde qui t'aiment beaucoup. Tu t'abaisses pas pour leur parler. Tu dis pas, moi, je vais prendre un langage comme ça pour que monsieur de la rue Panay, il me comprenne. Non. Tu sais que ces gens-là peuvent s'élever puis peuvent t'écouter. Et t'es dans cette... L'an dernier, les cuisines solidaires ont distribué plus de 2 millions de repas partout au Québec. Mais aujourd'hui, 1 personne sur 7 dans votre collectivité souffre toujours d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la Tablée des chefs et moi, Stéphano Faita, on va mettre les bouchées doubles pour aider les cuisines solidaires à servir encore plus de repas. Et on a besoin de vous. Pour chaque dollar donné, un repas cuisiné par un chef sera servi à une personne qui a faim. Soutenez les cuisines solidaires sur tableddeschefs.org. Merci à notre partenaire. L'an dernier, les cuisines solidaires ont distribué plus de 2 millions de repas partout au Québec. Mais aujourd'hui, 1 personne sur 7 dans votre collectivité souffre toujours d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la Tablée des chefs et moi, Stéphano Faita, on va mettre les bouchées doubles pour aider les cuisines solidaires à servir encore plus de repas. Et on a besoin de vous. Pour chaque dollar donné, un repas cuisiné par un chef sera servi à une personne qui a faim. Soutenez les cuisines solidaires sur tableddeschefs.org. Merci à notre partenaire Québécois. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, je sais que tu n'aimes pas du tout ces mouvements-là qui veulent déboulonner les statuts de personnages célèbres, mais dans le cas de John A. Macdonald, laisse pas justifier quand même. Tu as lu les propos qu'il a tenus sur les Autochtones et mets-toi dans la peau d'un Autochtone. Il disait que c'était des sauvages, des barbares, qu'il fallait civiliser, tout ça. Mets-toi dans la peau d'un Autochtone, tu te promènes et tu vois une statue de John A. Macdonald. Alors, si on aborde la question ainsi, c'est qu'on peut probablement retrouver chez tous les personnages historiques, quels qu'ils soient, des propos, des politiques qui aujourd'hui, et même hier souvent, pour d'excellentes raisons, nous révoltent, d'excellentes raisons nous choquent, d'excellentes raisons nous horripilent. Mais le fait est que dans le cas de Macdonald, par exemple, que je n'aime pas, je prends la peine de le dire, moi, Macdonald, c'est pas un personnage que j'apprécie historiquement, pour le dire d'un euphémisme. C'est aussi, par ailleurs, au-delà de la politique indienne ou amérindienne de Macdonald, c'est aussi accessoirement le fondateur du Canada. L'homme ne se réduit pas à ses fautes, et même ses fautes, aussi graves soient-elles, aussi majeures soient-elles, n'épuisent pas son legs historique. Et si on décidait demain matin de se mettre à déboulonner toutes les statues, de tous les personnages qui, d'une manière ou de l'autre, nous heurte profondément aujourd'hui, eh bien, ce serait la politique de la table rase qu'on appliquera au nom d'un nouvel iconoclasme. Mais Mathieu, je veux pas te faire un procès d'intention, mais bon, on connaît bien sûr ta ferveur souverainiste, nationaliste. Si John A. Macdonald avait eu ces propos-là envers les Québécois, je pense que tu serais plus fâché. Mais pas d'aucune manière. Je vais te citer un discours magnifique d'Honoré Mercier. Honoré Mercier, au moment de l'affaire Riel, 1885, si je ne me trompe pas, le discours du Champ de Mars. Je te lis parce que là, Johnny Macdonald décide de liquider Riel, et on s'en souvient, c'est important pour les Canadiens français. Honoré Mercier est devant 50 000 personnes devant le Champ de Mars. Je cite. « Riel, notre frère, est mort, victime de son dévouement à la cause des Métis dont il était le chef, victime du fanatisme et de la trahison, du fanatisme de Sir John et des quelques-uns de ses amis, de la trahison de 3 des nôtres qui, pour garder leur portefeuille, ont vendu leurs frères.
Alors là, quand on pense à Johnny McDonald, quand il décide de réprimer avec la plus grande brutalité les métis, c'est nous aussi ça. Faut pas l'oublier. Quand on parle de l'histoire du rapport aux Amérindiens en Amérique du Nord, il y a la politique de l'État fédéral, mais faut pas oublier que celui qui incarne, à la fin du 19e, l'État canadien-français, l'État français, c'est-à-dire le Québec, Honoré Mercier, lui, rappelle la vieille solidarité franco-indienne à travers sa solidarité pour le combat des métis et Louis Riel. Quand Johnny McDonald casse les métis, personnellement, je regarde cette page-là de l'histoire, je la trouve horrible. On s'entend là, c'est une répression violente et sanglante des métis. Donc quand tu dis, est-ce qu'il aurait dit la même chose, quand il s'en prend aux métis, pour moi, il s'en prend aux Québécois, il s'en prend aux francophones, en fait, il s'en prend au peuple canadien-français, il s'en prend à l'Amérique française. Donc, je n'ai aucune sympathie pour lui en ces matières. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Je dis simplement que c'est le fondateur du pays. Ça, c'est un élément central. Et un pays qui décide de déboulonner ses fondateurs les uns après les autres. Aux États-Unis, on pourrait dire que Washington avait des esclaves. C'est très vrai. C'est très vrai. Est-ce qu'on doit déboulonner Washington pour cela? Faut nous le dire. Mark Miller, hier, nous disait que McGill avait des esclaves. Est-ce qu'on doit changer le nom de l'université pour cela? Si tel est le cas, qu'on nous le dise. Et là, je peux De Gaulle, on sait le sort qu'il a réservé aux pieds noirs. Il a quand même été assez brutal, c'est le moins qu'on puisse dire, au moment de l'indépendance de l'Algérie. Est-ce qu'on doit décider de liquider... Donc, Churchill, avec les populations aux Indes, c'est le moins qu'on puisse dire que c'était pas un homme d'une tendresse exagérée par rapport aux populations en Inde. Bon. Alors, quand on regarde tout cela, l'histoire est cruelle. L'histoire, même les plus grands héros ont une part d'ombre. Même les plus grands héros ont une part inacceptable, qui nous révolte, qui nous choque. Ce qui fait d'ailleurs de leur vivant, ils sont rarement consensuels. Johnny McDonald, personnellement, c'est un personnage que je n'aime pas du tout, je dirais même que j'exècre. Il n'en demeure pas moins que c'est un des fondateurs du Canada, c'est la figure fondatrice du Canada. Il ne se réduit pas à ce qu'on peut lui reprocher avec raison par rapport aux Autochtones. Alors, de ce point de vue, moi, l'iconoclasme, je dis non. Puis j'ajoute, ce serait qui le suivant? Parce qu'il va en avoir des suivants. Mais tu traces la ligne où, à partir de quel degré de violence dans les propos, tu dis, là, ça devient inacceptable. Où on trace la ligne. Et je reviens des propos de John. Tu sais, dans son livre, Michel Jean, là, il parle, là, il y a 4 hydravions qui arrivent là, dans le territoire où il demeurait demeurait sa grand-mère, pogne les enfants, les mettent dans des hélicoptères, partent avec les enfants. Les parents ont plus de nouvelles de ces enfants-là. Les enfants ont été battus, sodomisés, agressés sexuellement. Lorsqu'ils étaient morts, ils les ont soignés comme un sac de poubelle dans des fosses communes. Et tout ça, c'était des politiques qui étaient mises en place par Johnny McDonald. Mais tu trouveras jamais le quart de 8e de nuance sur moi pour dire que oui, faut relativiser ça. Je relativise rien. Je trouve ça, la politique réservée aux Amérindiens, la politique réservée aux Autochtones est scandaleuse. Il y a pas d'autre. Elle est institutionnalisée dans la loi fédérale sur les Indiens en passant, et qui existe encore aujourd'hui. Faut-il le rappeler? Alors évidemment, le monde a évolué, mais les traces de cette politique qui relève du racisme d'État, pas le nébuleux racisme systémique, du racisme d'État, c'est très clair. Eh bien, ça, là, quand on regarde ça, il n'y a aucune nuance à faire. Moi, la question ne se pose pas là. Je ne me transforme pas en défenseur de Sir John, comme disait Honoré Mercier. Je dis simplement que la ligne à tracer, me semble-t-il, c'est une question, à mon avis, de principe. C'est-à-dire, quand on est devant le fondateur d'un État dont le bilan, l'héritage historique est contrasté, dont l'héritage historique, c'est aussi, comme je dis, c'est le fondateur du Canada. C'est une figure qui est à la fois crapuleuse, mais qui rit aussi. Les chefs d'État, c'est rarement des anges aussi. Ma ligne, moi, je la trace, c'est-à-dire, sauf des situations révolutionnaires d'exception, où on le voit, par exemple, je donne l'exemple quand l'Union soviétique tombe, certains s'en prennent au statut du régime. Quand Saddam Hussein tombe, on s'en prend les statuts de Saddam Hussein. Quand un régime s'effondre dans un moment d'insurrection révolutionnaire, je pense que qu'on le veuille ou non, inévitablement, il y a des statuts qui sont déboulonnés. Mais faire du déboulonnage des statuts dans un pays démocratique, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas. Honorer la mémoire des Autochtones, célébrer la mémoire des Autochtones, rappeler leur part dans l'histoire de ce pays. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est pas en décidant de déboulonner, parce qu'à partir du moment où on commence à déboulonner, ça s'arrête pas là le lendemain. C'est ça qui m'inquiète terriblement. On l'a vu aux États-Unis. Ça devait commencer avec les statuts des généraux confédérés. Moi, j'aime pas les généraux confédérés. Moi, j'aime Abraham Lincoln. Mais je regarde ça et je me dis, ça va aller plus loin. Et inévitablement, quelques semaines plus tard, on se contentait plus des généraux confédérés. On s'en prenait aussi à la mémoire d'Abraham Lincoln.
Bon, alors, c'est ça la question. Moi, est-ce qu'on va commencer avec Johnny McDonald, qu'on va finir avec Honoré Mercier, puis Papineau, et ainsi de suite? C'est presque inévitable, vu la logique de l'époque. Donc, à un moment donné, il faut savoir, pour moi, c'est presque une question de principe. C'est-à-dire, même les personnages que je n'aime pas, bon, si c'est Hitler, c'est autre chose, évidemment, on s'entend Hitler, Staline, tout ça, mais pour des personnages qui ne sont pas Hitler, Staline, disons ça comme ça, j'ai l'impression qu'on doit éviter d'entrer dans cette logique du déboulonnement généralisé. En fait, dans ta logique, et si je t'entends bien, c'est que tu voudrais, on répond une statue par une autre statue. On pourrait avoir un monument à la mémoire de ces enfants-là qui sont morts dans des pensionnats. Ben, je crois, ben, ça, pour moi, ça va de soi. C'est-à-dire ça, aujourd'hui, on arrive dans un moment dans l'histoire du Canada où on se rend compte que l'État fédéral a eu une politique à l'endroit des Amérindiens, des Autochtones, qui d'un scandale, mais inimaginable. On en prend conscience de toute l'ampleur aujourd'hui. Bon, ça, on le voit, et puis la mémoire, ça prend une place centrale dans la mémoire, très bien. Est-ce qu'il faut intégrer ça clairement dans la conscience historique? Cela va de soi. Est-ce que ça implique de rendre hommage à des hommes, à des femmes, à des enfants qui ont subi ça et qui, d'une manière ou de l'autre, ont résisté ou ont tout simplement subi, mais sont des victimes qu'on ne doit pas oublier? Ça va de soi. Moi, je m'entendrai pas m'opposer à ça, jamais de la vie. Ça va de soi. Mais est-ce que ça doit impliquer une forme de renversement de tout ce que nous avons jusqu'à présent célébré d'une manière ou de l'autre, ou honoré, ou simplement dont la trace est encore présente dans notre paysage public? Je ne le crois pas. Je précise encore une fois, je dis, moi, à Montréal, il y a une statue de Johnny McDonald. Je ne me recueille pas devant la statue de Johnny McDonald. Je ne prie pas devant cette statue. Je n'ai aucune tendresse pour lui. Mais je me dis que du point de vue du Canada, s'il se met soudainement à déboulonner ses fondateurs un après l'autre, eh bien, en dernière instance, c'est un pays qui va perdre le contact avec ses fondements. C'est peut-être même le cas déjà d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut éviter, me semble-t-il, de réduire les personnages historiques, même dans la pire chose qu'on peut leur reprocher, à cette faute. Il faut chercher toujours à avoir une vision d'ensemble. Je pense que c'est Donald Creighton, si je me trompe pas, qui avait signé une biographie de McDonald. Moi, j'ai lu ça il y a très longtemps. Je pense que c'était Creighton. C'est un personnage infiniment plus complexe qu'on ne le dit. La part odieuse est indéniable, condamnable, qu'on la rappelle, qu'on la souligne, qu'on la dise, mais qu'on évite, me semble-t-il, de tomber dans ce nouvel iconoclasme qui ne peut que nous conduire beaucoup plus loin. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Merci. Bonne journée. Bye bye. Un long silence à la radio, c'est inconfortable. Mais pour les personnes LGBTQ+, dans plus de 70 pays, vivre dans le silence, c'est la seule façon de survivre. Un message de la Fondation Émergence pour le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie, c'est inconfortable. Mais pour les personnes LGBTQ+, dans plus de 70 pays, vivre dans le silence, c'est la seule façon de survivre. Un message de la Fondation Émergence pour le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, première page du Devoir aujourd'hui, texte de Stéphane Baillargeon, défaut de mémoire collective. Pourquoi les Québécois refusent-ils de se voir en colonisateurs et en oppresseurs des Autochtones? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça témoigne d'une forme, à mon avis, de névrose idéologique qui s'empare d'une partie de nos élites qui veulent à tout prix rendre les Québécois coupables et responsables des politiques du gouvernement fédéral canadien. À une époque, déjà on ne le contrôle pas aujourd'hui, mais à une époque on ne le contrôlait d'aucune manière, où c'était un gouvernement fondamentalement britannique, c'est-à-dire fondamentalement canadien-anglais, fondamentalement britannique, qui traitait les Québécois comme des conquis, qui traitait les Québécois comme des vaincus, qui traitait les Québécois comme un résidu dans l'histoire. Les Britanniques, Sir John, comme on dit, Johnny McDonald, traitaient les Autochtones aussi, et plus encore, comme des populations résiduelles appelées à disparaître dans l'histoire. Donc, pour peu qu'on ait le souci minimal de l'exactitude historique, on ne peut pas faire porter au Québec la responsabilité historique, par ailleurs scandaleuse, du racisme d'État canadien envers les Amérindiens. Mais il y a quelque chose, là on va nous dire oui, mais il y a des Québécois qui s'en sont mêlés. Évidemment, quand il y a une structure de pouvoir qui arrive quelque part, il y a toujours des éléments qui finissent par s'y mêler. Mais le seul lieu qui est contrôlé par les francophones, l'État du Québec, l'expression de la nation québécoise, ça passe pas par Ottawa. À Ottawa, on négocie des aménagements pour préserver un peu de nos droits.
le gouvernement qu'on contrôle, le gouvernement du Québec, le seul gouvernement qui parle pour nous collectivement, et qui ses origines remontent à la Nouvelle-France et s'accomplit jusqu'à aujourd'hui, a toujours eu une politique très différente par rapport aux Premières Nations, par rapport aux Amérindiens. C'était vrai de Champlain, c'était vrai d'Honoré Mercier, c'était vrai de René Lévesque, c'était vrai de Bernard Landry. Mais aujourd'hui, au nom d'une forme de fantasme de la blanchité, au nom de cette idée que tous les Blancs sont nécessairement des colonisateurs coupables et racistes, au nom de cette idée que tous les Blancs partagent la même histoire coloniale abjecte, on en vient oublier que la Nouvelle-France n'a pas été la même histoire que celle des Britanniques en Amérique et que le Québec, quand il s'est donné une politique autochtone au fil des temps, c'était une politique tout à fait différente que celle des Britanniques, des Canadiens anglais, des Anglais, ainsi de suite. Et là, je dis pas ça pour dire qu'on est parfait. Bien sûr que non, on n'est pas parfait. Je dis pas qu'on n'avait pas de préjugés. Bien sûr qu'on avait des préjugés. Je dis pas que des ordres religieux où il y avait des Québécois n'ont pas commis des objections. Évidemment, d'ailleurs, il y en a commis pour tout le monde. Si je peux me permettre, en la matière, les excès en la matière étaient plus fréquents qu'on ne l'aurait souhaité. Mais, à un moment donné, si on prend au sérieux le politique, si on prend au sérieux les institutions, si on prend au sérieux les États, eh bien, le fait est que c'est une politique que nous n'avons pas fixée, déterminée. Alors, pourquoi les Québécois devraient-ils se rendre coupables collectivement, réécrire leur propre histoire pour l'accorder aux crimes des Britanniques en Amérique du Nord? Je cherche désespérément à comprendre, sinon que la volonté ici d'entrer dans cette logique de la haine de soi, de se culpabiliser pour les crimes de l'autre. Moi, j'ai pas de problème que les Québécois fassent leur autocritique, mais qu'ils n'entrent pas dans cette autocritique les dérives, les crimes de l'Empire britannique, qui, à ce que j'en sais, il le subissait aussi, cet empire. Je reviens au texte de Stéphane Baillargeon dans Le Devoir. Il interviewe l'anthropologue Marie-Pierre Bousquet et elle dit que l'intégration de l'histoire des pensionnats autochtones dans l'histoire collective nationale est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada, et elle en tient pour preuve que en 2009, on le sait, il y a eu la fameuse commission Vérité-Réconciliation. Il y a eu des journées d'audience au Québec. Elle est allée assister à ces audiences-là. Elle dit qu'il n'y avait aucun journaliste québécois. Aucun. Il y avait une journaliste, elle était Wendat. Donc, elle dit que c'est notre point aveugle. On ne veut pas en parler. On voulait rien savoir de ça au Québec. Oui, elle nous explique ça à la manière d'un sermon, en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir comment la question autochtone se pose au Québec et ailleurs dans le Canada. C'est-à-dire ici, alors il y a beaucoup de nuances à faire. Dans la région de Québec, on peut en penser aussi dans le coin d'Oka. Il y a différentes nuances, mais ici, souvent, les communautés autochtones sont plutôt excentrées. Alors que si on va dans l'Ouest canadien, elles sont très présentes dans les villes, c'est le moins qu'on puisse dire. La question autochtone ne s'ancre pas de manière territoriale de la même manière au Québec que dans le reste du Canada. Bon, ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il n'y a pas des communautés excentrées dans le reste du Canada qui subissent pas d'ailleurs, on le sait, quelquefois des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes d'accès aux biens sociaux élémentaires, là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ensuite, je le redis parce que ça me semble important, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même... Je parle pas des Québécois et des Autochtones, je parle des Québécois et des Canadiens anglais. On n'a pas le même parcours, on n'a pas la même expérience. Et là, on nous reproche de ne pas nous comporter comme des Manitobains, des gens de la Saskatchewan, ou des gens de Colombie-Britannique, ou des Ontariens. Je veux dire, il se peut que madame, dont le nom m'échappe, tu viens de le dire, Bousquet, soit étonnée par cela, mais je suis heureux de lui apprendre qu'à un moment donné, les Allemands et les Français, les Irlandais et les Britanniques ne réagissent pas de la même manière devant des phénomènes historiques. Encore une fois, je le redis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas on n'a pas de préjugés ici. Mais permets-moi, je l'évoquais hier à l'émission, je vais le redire parce que pour moi, c'est d'une importance capitale. Au moment de la loi fédérale sur les Indiens, la fin du 19e siècle, disons ça plus largement, c'est l'époque où justement la loi fédérale sur les Indiens, c'est l'époque où vraiment se met en place cette politique d'assimilation qui va aller très loin. C'est l'époque aussi de l'affaire Riel. Alors, la cause des Métis n'est pas celle des Indiens au sens classique, des Amérindiens au sens classique. C'est pas exactement la même chose. Mais c'est pas si éloigné que ça non plus. Quand il y a l'affaire Métis, le chef des Québécois, notre chef national, pour reprendre la formule, le Mercier, le grand Mercier. Eh bien, Mercier, le grand Mercier, qu'est-ce qu'il fait? Devant le Champ de Mars, devant 50 000 personnes, il dit en 1885, ils ont pendu notre frère Riel. Notre frère Riel. Est-ce qu'on comprend bien que là, quand il parle des Autochtones, des Métis, dans ce cas-là, c'est pas la même chose, mais on comprend que c'est le même univers symbolique, il parle de notre frère. Il dit, c'est quand même pas ce qu'on pourrait appeler un langage particulièrement condescendant. Il se solidarise. On sait qu'il y a un conflit à ce moment-là entre d'un côté McDonald qui dit tous les chiens de la province de Québec pourraient hurler « je pendrai quand même Riel » et de l'autre côté, j'ai pas la formule exacte, mais c'est à peu près ce qu'il dit, et de l'autre côté, on a les Québécois qui se mobilisent pour les Métis. Alors là, il va falloir qu'on m'explique comment les Québécois, lorsqu'ils prennent leur gouvernement en main, c'est le gouvernement de Québec,
eh bien, c'est une politique favorable aux métis qu'ils proposent, alors qu'à Ottawa, c'est une toute autre politique. Et plus encore, ceux des nôtres, les Canadiens français, qui à Ottawa collaborent avec Sir John, eh bien, merci et les traites de traîtres. Autrement dit, en trahissant les métis, ils trahissent leur propre peuple, le peuple canadien-français. Alors, moi, je regarde ça, à un moment crucial où se met en place la politique autochtone, eh bien, manifestement, c'est pas le même rapport qui se joue à ça. Quand, avec la Révolution tranquille, les Québécois se prennent en main, c'est important parce que j'en sais la Révolution tranquille dans notre histoire. René Lévesque, très rapidement, se montre particulièrement sensible à la question autochtone. C'est lui qui va reconnaître dans les années 80 les nations autochtones au Québec. Bernard Landry, à ce que j'en sais, est un homme particulièrement sensible à leur situation. Et là, donc là, moi, à un moment donné, je me dis que si on me dit des Québécois ont participé aux exactions, évidemment. Si on me dit on n'est pas parfait, évidemment. Mais si on me dit les Québécois doivent accepter à se voir à la manière d'Anglais comme les autres, eh ben non. Non, parce que premièrement, c'est faux. Parce que le souci de la vérité devrait compter dans l'histoire. Ensuite, parce que ça, si on en venait à adopter ce récit, ça déréaliserait la réalité de notre histoire pour la rendre conforme à un catéchisme idéologique. Ce que souhaitent peut-être des gens au devoir, mais ce qui n'est pas conforme à la réalité des choses. Qu'on nous dise ensuite que nous, comme Québécois, comme peuple, qu'on fasse notre autocritique, parce qu'apparemment c'est le terme à la mode, pour savoir nos grandeurs et nos misères, nos exploits et nos faiblesses, tout ça par rapport à la question autochtone, qu'on se dise, bon, à quel moment on a raté notre coup, de quelle manière, pas de souci avec ça, aucun souci, aucun peuple est parfait, et que cette autocritique, on l'a fait déjà cette autocritique-là, faut pas se tromper, on l'a fait, ça le dit dans des termes britanniques, mais qu'on se fasse une critique qui soit la nôtre, j'ai aucun souci avec ça, la question des pensionnats, elle est horrible en tant que telle, elle est de manière universelle. Ce qui s'est passé à Kamloops, ça n'a pas fait le tour du monde pour rien. C'est que ça bouleverse tout le monde, ce qu'on a appris là-bas. Mais le fait est que, collectivement, l'expression politique de notre peuple en Amérique du Nord, c'est l'État du Québec. C'est à sa lumière qu'il faut penser notre action, et non pas à la lumière de l'État fédéral canadien, qui, historiquement, par ailleurs, nous a classés dans la catégorie des populations résiduelles qui doivent disparaître. Je dis ça, puis j'ai l'impression de rappeler des vérités élémentaires. Or, me semble-t-il, ces vérités élémentaires passent aujourd'hui pour des horreurs réactionnaires. Écoute, en terminant, je veux parler d'autre chose. Tu sais que le premier ministre Legault est très furieux là, d'avoir eu à se départir de son ministre de l'économie qu'il aimait bien, Fitzgibbon. Et là, il dit parce que là, il est critiqué par le PQ, puis il dit c'est bien le PQ, tout ce qu'ils pensent, eux autres, c'est la souveraineté. Il dit lorsque j'étais au PQ, moi, au Conseil des ministres, j'essayais de parler de l'économie, personne m'écoutait. Tout ce qu'il avait en tête, c'est la souveraineté. C'est assez particulier d'un ex-péquiste qui parle de ça, en parlant de Lucien Bouchard et de Bernard Landry. Puis c'est surtout assez particulier de la part d'un homme, François Legault, que j'estime, mais qui était un des plus ardents indépendantistes au Parti québécois à l'époque. François Legault voulait parler d'indépendance tout le temps, il faut pas qu'il l'oublie. François Legault voulait, c'était l'homme du budget de l'an 1, François Legault, dans le nouveau budget de l'an 1, disons ça comme ça, François Legault, c'était celui qui disait qu'il fallait faire la souveraineté. On se souvient, c'est une époque lointaine, il était au PQ. Il disait qu'il fallait faire la souveraineté au nom de l'altermondialisme et de l'écologisme pour empêcher un parti de gauche d'émerger. Québec solidaire n'existait pas encore. C'était un homme qui disait qu'il fallait faire la souveraineté pour accomplir un modèle de société de centre-gauche. François Legault peut réécrire son histoire, ça lui appartient en politique, les hommes aiment réécrire leur histoire, ça force tout le monde aime la réécrire. Mais là, François Legault, à l'époque, c'était un souverainiste ardent, convaincu. Alors, est-ce que François Legault fait une forme d'autocritique, pour reprendre le thème du jour, en se rappelant ses années de jeunesse péquiste, enfin, pas si jeune que ça d'ailleurs, en se disant, mais finalement, j'avais tort là-dedans, puis je fais porter la faute sur les autres? Bien sûr que non. François Legault croyait même que l'indépendance était essentielle à notre prospérité économique. Il croyait que l'indépendance était essentielle pour sauver notre modèle social. Il le répétait partout, il l'écrivait avec ardeur, il en était convaincu. Il se peut qu'il ait changé d'idée, mais qu'il ne réécrive pas l'histoire. Au Parti québécois, François Legault portait la tenue d'un homme de centre-gauche qui voulait faire l'indépendance pour des raisons de gauche. Faut pas l'oublier. C'était aussi un homme qui était un ardent indépendantiste, un pressé, comme on appelle ça dans le jargon péquiste. Bon, alors là, aujourd'hui, il peut l'ajout parlementaire. J'ai trouvé ça pas très très fort comme passage, franchement. Je pense qu'il vaut mieux que ce mauvais personnage qu'il joue. Je pense qu'il vaut mieux que ce personnage un peu hargneux. J'ai été surpris de le voir faire ça. J'ose croire qu'il était lui-même un peu gêné de sa réponse. Écoute, en terminant, une nouvelle de dernière heure, Florence, qui est recherchiste ici, vient de m'envoyer ça. Alors, Sylvain Roy, qui est député de Bonaventure pour le PQ, écrit sur Twitter, récemment, il est arrivé un événement qui a brisé le lien de confiance qui existait entre moi et le chef du Parti québécois. Pour cette raison, j'annonce que je suis dans l'obligation de quitter le caucus du Parti québécois. Je siégerai dorénavant comme indépendant.
Voilà. Oui, alors, c'est pas si nouveau. La rumeur circulait. La question était de savoir s'il passerait directement ou non à la CAQ. La question était de savoir, parce que ça traînait comme rumeur. Donc, est-ce que le fait d'être indépendant est un point de passage pour allier la CAQ? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le point de discorde entre... Ça, j'en sais rien. Ça, il va falloir qu'il nous le dise. Il termine sa sortie, son troisième tweet en disant « Je demeure un militant de notre liberté, de notre émancipation et de l'obligation de nous faire respecter, que ce soit comme nation ou comme individu. » Donc ça demeure un indépendantiste convaincu, on le comprend. Est-ce un point de passage vers la CAQ? C'est pas inimaginable. La rumeur circulait depuis longtemps. Est-ce que par ailleurs, le PQ va pas si bien que ça, mais est-ce que c'est un élément qui suffit pour dire que ça va abattre le PQ? J'en serais surpris. Ce n'était pas le député le plus ardent par rapport au nouveau chef, d'ailleurs. Et écoute, en terminant encore, il y a un auditeur qui vient de m'écrire rapidement, parce qu'il y a Alexandre qui s'en vient. Un auditeur vient de m'écrire. Je m'excuse, là, mais les curés là qui agressaient les enfants, c'était de l'Église catholique. Là, c'était des catholiques. Là. Puis au Québec, là, on était près de notre Église catholique. Puis on défendait nos curés. Puis on voulait pas voir ce qui se passait, ce qui faisaient nos curés. Attends un instant, mais est-ce que quelqu'un... Ça se peut que j'avais pas été au courant de ce qui s'est dit au Québec depuis 60 ans, mais j'avais l'impression que les Québécois étaient assez critiques envers l'Église catholique, si je peux me permettre. Les Québécois sont au courant des excès de l'Église catholique, de la part sombre de son héritage. Je pense pas que c'est un secret, mais ensuite, faut juste se rappeler là, que l'Église catholique a un rôle là-dedans, personne ne conteste. Ce que je dis, c'est que si on prend au sérieux le politique, ensuite on peut penser que ça compte pas. Mais c'est une politique de l'État fédéral. C'est l'État fédéral qui décide d'agir ainsi. J'y peux rien, c'est pas moi qui ai décidé. C'est l'État fédéral qui fait la loi sur les Indiens. C'est pas nous. Ensuite, que l'Église catholique ait participé à ça d'une manière ou de l'autre, et plus souvent de manière plus que critiquable, de manière gênante, fait qu'il devrait s'excuser aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il va falloir prendre au sérieux un jour les institutions. En dernière instance, ce que j'en sais, c'est les États qui décident des politiques, et qu'il y ait des Québécois qui ont participé à ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Que ce soit une politique de l'État québécois, du peuple québécois, c'est factuellement inexact. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Toi de même. Bye bye. Le plan de retraite d'Antonio, saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime, mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com/retraite.